dans la libre antenne qui ce soir démarre une heure plus tard pour cause de foot. La bonne cause, dira-t-on, même si ce soir la France est un peu triste d'avoir perdu contre l'Allemagne. Allez, on va se remonter le moral. Et puis, ce qu'il y a de formidable dans le foot, c'est de sentir la ville vibrer au rythme des matchs. Ainsi, dans Paris, aujourd'hui à 18h, on se serait cru un dimanche. Les Parisiens étaient manifestement devant leurs écrans ou l'oreille collée à leur poste de radio. Alors, au moment où on déplore dans l'Hexagone la difficulté du vivre ensemble, cette Coupe du Monde de foot a le mérite de rassembler les individus, de recréer un collectif dans lequel on partage des émotions et puis surtout de l'amitié. Alors ici aussi, de façon moins spectaculaire, on va dire, mais tout aussi intense, intime, on vit et partage nos émotions. Nous sommes ensemble jusqu'à 2h du matin. Et oui, on ne change pas un temps qui gagne. Appelez-nous au 3921. Quentin reçoit vos appels et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. Vous pouvez bien entendu réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir, je vous entends... Ah, vous nous entendez mal? Je vous entends plus à la radio que dans le téléphone. Ah, alors, parce que vous avez dû laisser votre poste de radio allumé, Julien. Ouais. D'accord. Voilà, alors il faut l'éteindre, parce que moi aussi, du coup, je vous entends très loin. Oui, mais alors... Oui, allô? Oui, voilà. Ouais, je vous entends. On vous entend bien, hein, vous êtes avec nous à l'antenne d'Europe 1. Si voilà. C'est le principal, je crois. Ouais, ça fait bizarre, ça veut dire que je parle dans la galaxie. Ah oui, vous parlez à 422 000 auditeurs exactement. Alors peut-être un peu moins ce soir et encore, pas sûr. J'ai pas entendu le début de votre phrase. Non, je dis vous parlez à plus de 400 000 auditeurs. Donc oui, c'est un peu la galaxie, bien sûr. Ouais, je disais ça pour vous impressionner un peu d'entrée de jeu. Allez, vous inquiétez pas, on est entre nous, voilà. Et vous êtes au téléphone, et on va dire moi aussi, d'une certaine façon, au téléphone avec vous. D'accord. Bon, on va essayer de... Bon, alors écoutez, en fait, j'ai du mal à relativiser. J'avais appelé hier. Oui. Et là, c'est vrai que j'ai pas trop la pêche, quoi. Hein. J'ai du mal à... Oui. Ah oui. À obtenir de la légèreté. Oui, ça arrive quelquefois, oui, obtenir de la légèreté. Voilà, ouais. Parfois, oui, je comprends bien. Là, non. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Quelquefois, c'est un peu plombé, quoi. Hein? Voilà. Ouais, oui. Donc... Et alors, qu'est-ce qui plombe? Qu'est-ce qui vous plombe, Julien? Écoutez, donc je vais commencer par m'adresser à 400 000 personnes. Je trouve que c'est d'attitude. J'aurais pas dû vous dire ça, mon pauvre. C'était pas gentil. Mais c'est très soutenant, vous savez. Sans être exhibitionniste. Non. Je comprends pas. Enfin, voilà, moi j'ai des débuts de relations avec les femmes, et qui sont complètement incohérentes. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un début de relation incohérent? C'est-à-dire, en fait, au début, c'est une relation qui n'est pas d'ordre amoureuse. Oui. C'est une rencontre, voilà. Oui. Mais avant même que qu'on ait pu savoir si la relation est amoureuse ou elle l'est pas. Oui. J'ai des réactions, elles viennent vers moi et après elles s'en vont, une copine m'a appelé ce soir, elle voulait aller au cinéma, je lui dis que j'étais fatigué, je lui dis rappelle-moi un petit peu à l'avance, si tu veux on se fait ça demain. Après, je la rappelle, elle me dit non, je t'ai rien demandé, ah bon, tu m'as rien demandé, bon d'accord. Et puis elle me dit à la fin de la conversation, elle me dit à demain, enfin à plus tard. Bon voilà, donc voilà. Et puis j'ai vu. Et ce que vous décrivez là, par exemple, c'est quelque chose que vous vivez souvent ou qui vous étonne parce que c'est assez nouveau pour vous? C'est quelque chose que je vis souvent, ouais.
c'est quelque chose que je vis souvent. Comme si, en fait, dans la relation, ça se cale pas bien. Il y a un récepteur, un émetteur, mais chacun n'entend pas la même chose et du coup, la communication se fait mal, un peu comme nous au début, là, à l'antenne, où je vous entends, mais vous m'entendez pas tout à fait, mais quand même, un peu. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Non, au début, non, au contraire. Au début, c'est presque fusionnel. C'est assez clair. Ah. Oui, au début, c'est très passionné. Oui, mais vous me parlez d'avant même la relation amoureuse. Enfin, alors vous me parlez de fusion et là plutôt. C'est passionné dans les échanges, C'est très intense, on va dire. Il y a beaucoup d'intensité. C'est intense et on a l'impression que je suis connecté, qu'on est tous les deux connectés. Voilà. Alors, je me pose la question, je suis peut-être un peu trop attentiste ou voilà. Enfin, et puis voilà. Et puis oui, ça m'arrive souvent. Oui, ça m'arrive souvent. Je vous avais eu au téléphone il y a pas si longtemps que ça en fait. Ouais. Donc je vous remercie à Europe 1 de m'avoir repris. Et j'avais dit qu'au moment M, j'étais un peu inhibé parce que sans doute des choses qui s'étaient passées dans mon enfance, etc. Et je vous avais dit, il faut que je me jette dans le vide. Et vous m'aviez dit, oui, c'est exactement ce que je pensais. Et avec une autre femme, c'était le moment où, je pouvais peut-être faire quelque chose. Et j'ai pensé à cette phrase, j'ai pensé à vous d'ailleurs, et ça a été une torture. Ah oui. Ça a été une torture pendant 1 heure, c'est-à-dire je pouvais pas rien faire, quoi. Ah, vous étiez totalement inhibé. Parce que je savais pas si elle attendait quelque chose, etc. Au cinéma, elle a fait un geste et elle s'est réalisée, etc. Donc en fait, je pense tout simplement que les émotions se communiquent, les énergies se communiquent. Oui, vous avez raison. Et en fait, l'autre sent que vous êtes. Vous voyez, vous parliez de confusion. Si vous-même vous êtes un peu dans la confusion, voire tétanisé, ça se communique un peu à l'autre. Oui. Mais ce que j'entends, d'un peu nouveau dans ce que vous me racontez là, c'est qu'en fait, vous êtes très centré sur l'autre ou dans l'autre. Enfin, vous voyez que l'autre vous envahit, un peu comme si vous aviez plus accès à vous quand vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, en fait ? Quand vous me dites, je me suis lancée dans le vide et c'était comme une panique, une torture, mais parce que je ne savais pas si c'était ça qu'elle attendait. Et quand vous m'avez dit c'était ça qu'elle attendait, un peu comme ce qui vous tétanise, c'est que vous faites déjà les questions et les réponses. Vous êtes tellement dans l'angoisse d'arriver à maîtriser les tenants et les aboutissants de la relation que vous cherchez à anticiper, à vous demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je dois le faire, et ça prend toute la place, ce questionnement. Oui. Ouais. C'est ça qui se passe. Mais bon, ça peut arriver, mais si vous voulez, après, j'ai l'impression que... Enfin, je pense que c'est un manque de confiance, tout simplement. Oui, mais la confiance, elle se crée dans l'action, Julien. Oui, vous voyez, elle tombe pas du ciel. On peut pas se lever un matin en se disant je vais avoir confiance en moi. Ça marche pas. Ouais. Donc la confiance, elle se crée parce que on se rend compte qu'en faisant, on se découvre une capacité. Vous voyez, on se sent en capacité et ça crée une confiance. Mais c'est par des petites expérimentations. Ouais. Mais ça a presque un caractère définitif, quoi. Enfin, ou c'est moi qui suis vraiment plombé ce soir. Qu'est-ce qui a presque un caractère définitif ? Allô, je vous entends pas. Oui, moi je vous entends. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui a presque un caractère définitif ? Par exemple, donc après le cinéma, voilà. C'était une femme qui est bipolaire et qui sort. C'est pour ça aussi que j'ai hésité et qui sort d'une hospitalisation. Oui. Donc c'est aussi pour ça que je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment le moment pour elle ? Est-ce qu'il fallait pas attendre une relation encore amicale, plus posée, plus avant d'agir ? Et je l'ai rappelé ce soir et son téléphone fixe a sonné. Je lui dis tu me rappelles, elle répond et puis elle m'a pas rappelé, quoi. Voilà. Donc et je l'ai re-rappelé. Enfin je l'ai re-rappelé et puis
Et là, elle a répondu ? Eh non. Oui. Et vous le prenez pour vous, Julien ? Vous pensez que c'est lié à votre comportement ? Intellectuellement, non. Oui, mais le ressenti. Non, mais si vous voulez, comme ces trucs se répètent, ça commence à me... Voilà, ça commence à me... Quand vous dites ça se répète... à me gonfler, quoi. Oui, je comprends. Mais enfin, qu'est-ce qui se répète ça ? Le fait que, par exemple, vous faites un pas et qu'après la communication se coupe, qu'est-ce qui se répète précisément ? Parce que j'ai du mal, vous voyez, à dégager votre scénario en vous écoutant. Justement, il y a une confusion quand vous me parlez, quand vous me racontez quelque chose. Oui, ce soir, oui. Oui. Qu'est-ce qui vous voyez, vous dites, voilà, ce soir je suis plombée, ça va pas et tout. Ce qui est plombé, c'est quoi ? C'est ce sentiment. Dites-moi ce que vous ressentez. De manière disproportionnée, c'est-à-dire que bon. Oui, mais ça c'est ok. Quand ça va pas, on prend les choses de façon disproportionnée. Mais ce qui vous plombe, c'est le fait de vous dire c'est toujours comme ça. Quelle est la phrase qui tourne en boucle qui vous a fait appeler ce soir ? Vous voyez, le déclencheur. Qu'est-ce que vous vous dites sur vous, de ce qui se passe pour vous ? S'il y avait une phrase à me dire là, vous dites quoi quand vous avez vraiment le moral au plus bas ? J'y arriverai jamais. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ça se passe toujours comme ça. Ouais, quelque chose de définitif. Surtout, je pense que je l'ai rappelé, j'ai laissé un message assez plombé, quoi, en fait. Donc je me suis dit, dis donc, elle va pas avoir envie de me rappeler. Voilà, j'étais pas, voilà. Mais vous savez qu'en même temps, vous vous adressez à quelqu'un qui est, dans quelque chose de sans doute pas simple à vivre pour elle. Donc ça complique encore plus d'une certaine manière pour vous. Oui, mais justement, si vous voulez, j'ai pas, pour l'instant, on a passé des soirées, etc. Et puis il y a rien de. Mais ce qui vous préoccupe ce soir, c'est qu'elle n'ait pas répondu à votre appel ? C'est de vous dire ça marchera jamais ? Elle sait pas ce qu'elle veut, quoi. En fait. Oui, mais peut-être un peu comme vous. Ça avance, Oui. Alors je pense que c'est à moi de savoir ce que je veux et puis d'oser le dire. C'est que vous tenez à cette personne particulièrement ? Oui. Oui, voilà. D'accord. Donc là, donc il y a peut-être pas une généralité, il y a peut-être une particularité justement là pour le coup. Attendez, je monte le son parce que là, oui. Ça va pas m'aider à être clair. Ouais, je vous disais, il y a peut-être une particularité là du coup. Il n'y a pas quelque chose qui est général. Mais vous avez laissé la radio allumée parce que moi j'entends ma voix. Ça c'est rigolo. Oui, mais alors je vais m'éloigner, mais voilà. Ouais, il faut l'éteindre. Oui, alors que faire écoutez, donc en fait, s'il n'avait pas ce problème-là, je pense que j'avancerais. Je lui dis, mais bon, qu'est-ce que tu veux avec moi, quoi. Mais justement, j'ai pas envie de la perturber parce que là, ce problème, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez avec elle, vous ? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous voulez avec elle ? J'ai envie, autant ce soir je suis plombé, autant quand je suis amoureux, je peux me transformer en fusée Ariane, quoi. En fait, vous êtes plombé parce qu'elle n'a pas répondu à votre appel. Voilà. Non, j'étais déjà. Vous étiez déjà plombé avant. Ouais. Donc vous êtes déjà parti battu. Battu dans la bataille. Ouais. Ça arrive souvent que vous partiez battu ? Oui, ça arrive souvent. Ça arrive. Il y a eu des moments de votre vie où ça s'est bien passé ? Le débat ? Oui, bien sûr. En fait, c'est peut-être pas une bonne période pour moi parce que je voulais vous parler de aussi le fait que je fais un travail sur moi et que je suis avec quelqu'un qui me convient pas du tout. Donc ça a peut-être déclenché un tombage. C'est-à-dire je suis avec une dame qui est lacanienne. Oui.
C'est très désagréable je vous entends pas bien. Ouais. Mais nous, on vous entend très bien, Julien. Oui, mais non, il faut éteindre la radio. Vous m'entendrez beaucoup mieux, je vous assure. Alors, parlez plus fort, parce que... Oui, vous savez, on a un réalisateur dans l'émission qui s'occupe du son, donc c'est le métier. Ouh là 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 là. C'est pas la joie. Bon, et donc je pensais que ça me faisait du bien, et je pense que du coup là je pense à faire de l'hypnose. Oui. Sur des événements précis, et du coup là c'est plus concret là. Je crois qu'on va s'amener dans une conversation un peu plus concrète. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Alors posez-moi des questions si... Non, mais en fait, c'est sûr que si vous êtes, en psychanalyse lacanienne, et quand je vous entends, dans la confusion, avoir du mal finalement à entrer dans une cohérence avec vous-même, l'hypnose aura au moins le mérite pour vous de lâcher un peu. Tout votre système de raisonnement et de questionnement dans lequel vous vous perdez un peu. À vous écouter, et on s'y perd nous-mêmes en vous écoutant. Donc, vous savez, moi, ce que je vis ou ce que vivent les auditeurs à l'antenne, finalement, ça dit beaucoup de choses de ce qui se passe chez vous aussi. Vous voyez, c'est comme un effet miroir, comme un écho. Vous me dites que vous entendez mal, etc., mais il y a comme un écho. Voilà. Et donc, bien sûr qu'un travail en hypnose, pour vous permettrait de lâcher un peu et d'être dans un autre registre. Parce qu'en plus elle est complètement incohérente, c'est ahurissant. Je suis en train de alors au début ça me faisait du bien parce que je m'opposais à elle, etc. Et du coup j'avais de l'autonomie. Mais là c'est carrément, fou là 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 là. Ça fait combien de temps? Je pense elle commence à être un peu âgée. Mais ça fait non, mais ça veut rien. Enfin, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce travail? Elle est confuse aussi, donc. Oui, en tout cas, vous la ressentez comme telle, mais ça fait combien de temps que vous êtes dans ce travail avec j'ai arrêté parce qu'elle n'était pas cohérente. Je suis revenu parce qu'il fallait absolument que j'essaye d'avancer. Et mais bon, elle me dit si je vous coupe la parole, vous êtes angoissé, donc on va faire une demi-heure. Je dis ok. Et puis là, elle a recommencé à me couper la parole, à arrêter la séance. Je lui dis mais votre parole à vous, ça a été de me dire il y a quelques semaines, on fait une demi-heure, donc il est où le cadre, quoi. Voilà. Et là, elle a répondu quoi ? Et elle me dit mais c'est le temps de parole, c'est pas le temps truc. Qu'est-ce que ça change si on fait un quart d'heure, une demi-heure ou trois quarts d'heure, alors que c'est elle qui m'avait dit une demi-heure. Enfin voilà. Voilà, donc vous vous sentez pas en sécurité Pardon ? J'entends que vous ne vous sentez pas en sécurité, du coup. C'est insécure pour là, vous. Je pensais obtenir une cohérence en m'opposant, en moi-même définissant, enfin, je veux dire comment dirais-je ? Oui, vous pensiez qu'elle allait... En définissant un cadre, je lui dis, elle me dit, mais la frustration fait partie du cadre. Je lui dis, mais vous confondez contrainte, limite et cadre avec la frustration, c'est pas exactement la même chose. J'ai l'impression de lui apprendre quelque chose, quoi. Alors que c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Oui. Et donc, elle est complète. J'ai l'impression de m'adresser à un psy qui vient de débuter et qui... Mais, enfin, je suis ahuri, quoi. On est deux dans une relation avec le psy aussi, Julien. Pardon ? Je dis on est deux dans une relation, donc avec le psy aussi. Vous savez, Julien, comme j'entends que la communication est mauvaise et que vous avez en plus du mal à m'entendre, en tout cas, je réponds à votre question. Je pense qu'effectivement, l'hypnose me paraît une bonne démarche vous concernant et peut beaucoup vous apporter. En tout cas, ça va vous emmener sur un autre chemin qui peut justement vous aider à dépasser un peu ce scénario dans lequel vous tournez un peu en boucle. En tout cas, merci de nous avoir appelés et puis très bonne fin de soirée à vous, Julien. Toutes vos confidences à Sophie Peeters au 3921. 3921. 34 centimes la minute.
Alors Julien, si vous nous écoutez toujours, si vous avez rallumé votre poste de radio, un petit SMS pour vous de la part d'Anne qui dit, et effectivement qui a raison, qui dit c'est lacanien de changer les temps de parole, faire des séances courtes. Cela ne semble pas vous convenir, dit Anne. Donc voilà, aussi en réponse à votre question. Et puis il y a Brigitte qui dit oui, on court tous en écho à la chanson d'Yannick Noah, comme des lapins dans les lumières des phares. On ferait mieux de lever les yeux et de regarder la nuit étoilée. Joli message. Merci Brigitte. Vous êtes là, Eric ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Eric. J'appelle pour un sujet qui est bien connu, c'est la bipolarité. Je suis déjà passé avec Caroline une fois ou deux. Oui. Je voulais déjà vous faire un petit compliment en tant que bipolaire. On fait beaucoup de compliments aux dames. Ah oui, on fait des compliments aux dames en tant que bipolaire. Dites-moi. Bon, on est un peu séducteur aussi. Ah voilà, oui. On est désinhibé, comme on dit. Vous avez une très belle voix, très maternelle. Ah, une voix maternelle. Écoutez, je suis ravie. Apaisante. Donc moi j'appelais parce que j'ai écrit je suis en train d'écrire une sorte de livre. Oui. Puis je voulais parler aux gens de l'hypomanie, des phases hypomaniaques que l'on traverse. Oui, quand on est bipolaire, oui. Et que l'on ne dort pas, quand on dort. Oui, la phase haute, on va dire, hein, oui. La phase maniaque, quand on dort 2 heures par 24 heures, ça m'arrive. La dernière fois, ça a duré 5 mois. 5 mois. Que j'ai dormi 2 heures par 24 heures, donc je vous dis pas. À la fin des 4 mois, j'ai dormi 72 heures non-stop. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je me suis écroulé, puis j'ai dormi 3 jours sans m'arrêter. Je me levais juste pour dormir. Je vous dis pas, la famille, elle a un peu de mal à comprendre, mais bon. Oui. Mais vous avez un traitement, Eric, ou pas, en fait, vous, dans... Moi, je suis malade, j'ai 54 ans. Moi, je suis malade depuis l'âge de 19 ans. Oui. Ma grand-mère était malade, donc j'ai récupéré ça, je pense, à une partie. J'étais timide, j'étais un peu phobique social. J'ai fait des études préparatoires très difficiles, donc c'est ça qui m'a fait péter les plombs, je dirais. Je suis tombé dans la dépression nerveuse. Et puis le psychiatre qui s'est occupé de moi m'a filé des antidépresseurs. Et puis ce qui devait arriver arriva, c'est qu'ils m'ont fait basculer un jour dans l'hypomanie, quoi. Les antidépresseurs du jour au lendemain. Alors c'était tout rose, tout formidable. J'ai même proposé à ma psy d'aller au resto, etc. On devient complètement désinhibé. Ouais. On est désinhibé. On fait des grandes blagues et tout. Puis des fois ça peut tourner un peu mal si on n'est pas suivi médicalement, parce qu'on est à la fois désinhibé et puis acariâtre. Des fois on s'énerve, on est sous-polé, quoi. Donc au bout de maintenant, je sais pas combien ça fait d'années, 34 ans, ça commence à dater. Moi je travaillais, donc le fait de travailler, ça c'est aussi un médicament. Oui, c'est un cadre. Ça permet d'avoir un cadre. Un cadre, oui. Et puis après, comme je suis, parlant de cadre, je suis passé cadre dans ma société avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. À 49 ans, alors là, il a fallu que j'arrête de travailler, ça n'allait plus. Donc je suis passé en invalidité 2, c'est-à-dire je ne travaille plus. Mais alors depuis, tous les 3 mois, je change d'humeur. C'est tous les 3 mois à peu près, c'est à peu près égal. Ah oui. Les phases basses et hautes sont de la même. Oui. D'accord, du même temps. C'est-à-dire que l'hiver, ça commence l'hiver, je dors 18 heures par jour, j'hiberne. Et puis après, le printemps arrive, alors là, je dors plus. Quand on est bipolaire, on est très sensible aux variations à la fois de la lumière et des saisons. Oui. On est un peu comme un animal, c'est étonnant. On a des sensations très perméable. Très belles, quoi, très. Et donc, voilà. Donc, il est vrai que j'avais 30 ans, 40 ans, je faisais moins de crises. Dépressif et j'étais moins hypomaniaque, mais là ça prend des proportions. Je vous dis, quand je suis en dépression nerveuse, que je dors 18 heures par jour, et puis c'est vraiment la dépression. Mais je Eric, peux même pas aller acheter une... Ah pardon. Oui, vous n'avez pas un traitement qui lisse justement voyez ces écarts. Mon traitement, on l'a augmenté un peu, c'est-à-dire qu'en période hypomaniaque, je suis moins excité. Moins tendu, Mais
la dépression, il est bien connu que c'est pas facile à gérer. Sachant que les antidépresseurs, en principe, c'est interdit, quoi, dans la théorie, mais bon, comme il n'y a pas de patients pareils, c'est bien beau à dire, hein, c'est pas comme une grippe. Et est-ce qu'en parallèle, vous êtes suivi en thérapie, voyez je vois mon psy depuis 30 ans, j'ai vu un psychologue, et bon, j'ai pas fait de groupe de parole et de choses comme ça. Alors parce que je suis allé au centre fondamental, là, je me suis décidé à Créteil, il y a une spécialité. Donc ils m'ont orienté vers Sainte-Anne. Alors j'ai écrit à Sainte-Anne, il faut faire une lettre de motivation. Il faut que le médecin fasse une lettre et tout. Parce que c'est le monde à l'envers. Déjà que vous êtes malade, vous n'êtes pas bien dans votre tête et tout. Faut écrire une lettre de motivation pour qu'on vous prenne. Bon, ça va, moi j'ai fait des études et tout, je tiens à peu près à la route, faire la lettre de motivation. Mais bon, ça m'a un peu choqué, moi, quand on m'a dit ça. Oui, je peux comprendre. Et vous avez fait la démarche quand même ou pas, finalement? Je vais la faire. Vous allez la faire? J'avais pas l'intention de la faire parce que j'estime que je gère pas mal mon truc, bien que j'ai des hauts et des bas, mais bon, j'en suis conscient. Oui, vous voyez, moi, ça s'entend bien, oui. Je ne nie pas le truc. Moi, je suis chez Argos, donc je vais à des conférences et tout. J'ai lu pas mal de trucs. Moi, quand je commence à monter en régime, je me rends compte, quand la dépression arrive, je la sens arriver. Donc après, c'est les médicaments, accepter ou non, parce que c'est quand même des médicaments qui font des effets secondaires pas négatifs. Non négligeables. Ça vous abîme physiquement à partir d'un certain âge. Pour les femmes, c'est les grossesses qui peuvent être compliquées. Donc, bon... Et votre environnement familial, enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous êtes marié ou... Moi, j'ai une chance, mais c'est pour ça que je défends un petit peu l'hypomanie, ce qui n'a pas plu une fois à Caroline quand je lui ai dit ça. Parce que moi, quand même, c'est les seules périodes qui m'ont permis de prendre des décisions importantes dans ma vie, parce que comme je suis un peu phobique social, timide et tout, j'ai du mal à me lancer. Et il est vrai, quand je suis en crise hypomaniaque, je prends des décisions. J'ai pris la décision de me marier, j'ai pris la décision de construire une maison, j'ai pris la décision de faire des enfants, j'ai pris la décision de partir travailler à l'étranger. J'ai pris, bon, ça peut être des décisions moins violentes, comme... Violent, c'est peut-être pas le mot. Non, mais vous savez, moins je suis allé engageante. travailler en Arabie pendant 4 ans. Oui, c'est engageant, on va dire, c'est des grandes décisions. J'étais fier de moi quand je me suis retrouvé devant le patron qui m'a dit demain vous partez en Arabie. Et là-bas, il y a eu une phase dépressive. Comment vous l'avez gérée quand vous étiez là-bas? Que ça a été assez burlesque l'affaire parce que moi c'était ma première crise que je faisais, donc j'étais aux Anges, je me fais embaucher par cette société, il m'envoie là-bas. Bon, déjà, j'étais mort de trouille quand il m'a dit vous allez partir. Hop, dans la nuit, j'ai basculé dans le bonheur. J'ai pu aller faire mon passeport et tout. Ils m'ont envoyé là-bas. Et là-bas, je me suis retrouvé au bout de 3 semaines. J'étais en attente pour aller travailler sur un endroit vraiment isolé. J'étais à Abu Dhabi d'ailleurs. Et j'ai commencé à avoir des vertiges. Donc je pensais que je manquais de vitamines. Alors je me suis mis à boire du jus d'orange et autres, puis les vertiges ne passaient pas. Et je suis allé chez un médecin libanais. Il m'a ausculté, il m'a dit « Monsieur, vous faites une dépression nerveuse ». Je m'étais rendu compte de rien. Lui, il m'a fait des essais au genou avec son marteau, il m'a pris la tension. Puis il devait avoir l'habitude des gens expatriés. Monsieur, vous faites une dépression nerveuse, je veux vous donner des médicaments. Puis moi, me croyant guéri, j'avais rien emmené avec moi. Donc les médicaments habituels, surtout les anxiolytiques, je suis allé les acheter. Et puis après, je me suis retrouvé sur mon chantier Donc là, ça a été... Parce que moi, quand je bosse et tout, la tête dans le guidon, j'oublie un peu. Oui, c'est ce que vous disiez quand vous disiez que finalement, le travail, vous avez structuré. Et donc aujourd'hui, vous nous disiez que vous aviez le projet de raconter finalement un peu comment vous viviez. Je l'ai vu comme ça, parce que j'aime bien écrire. Alors, j'ai écrit un livre, quoi. Bon. Voilà. Parce que je ne l'écris que quand je suis en état hypomaniaque. Ce qui est le cas en ce moment là. Donc là, vous nous appelons en pleine nuit. Vous ne dormez pas. Là, vous êtes dans la phase où vous dormez 1 heure ou 2 par nuit, c'est ça? Ah oui, c'est oui. En général, je m'endors devant la télé à 22h30. C'est mon somnifère. Je regarde la télé. Même malgré le match de foot ce soir? Non.
Je vous avouerai, faut que j'évite les émotions, vous savez. Alors France-Allemagne, c'était pas pour vous ce soir. Donc le foot, le tennis, j'ai arrêté parce que ça me prenait oui. eu ma dose. Et vous viviez trop intensément. Je suis quelqu'un de passionné, vous savez, qui se passionne de trop pour ce qu'il fait. Quel conseil vous donneriez ce soir, Éric, justement vous qui êtes en train de décrire sur la bipolarité? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs de la Libre Antenne ce soir au sujet de ce que vous vivez? C'est un peu difficile parce que déjà il n'y a pas deux personnes pareilles, alors c'est difficile. Ce qu'il faut déjà, c'est aller chez le psychiatre, hein. C'est fondamental. C'est pas honteux d'aller chez le psychiatre, c'est pas honteux. Ouais. D'être en invalidité, bien que c'est pas non plus une solution quand on est jeune, mais il faut tenir le plus longtemps possible sans. Mais bon, moi, comme mon psychologue, parce que quand j'ai craqué là, à 49 ans au boulot, j'ai réussi à reprendre grâce à une phase hypomaniaque, et puis j'ai dit, là, il faut que je sois vraiment aidé violemment. J'avais mon psychiatre, j'avais un psychologue, j'avais mon médecin généraliste. J'ai dit, je vais y arriver, j'y suis pas arrivé. Et mon psychologue, il m'a tout de suite dit, monsieur, il faut vous, et l'assistante sociale également, mon travail, il faut vous faire mettre en invalidité. Mais j'ai eu du mal à me faire mettre en invalidité par la sécurité sociale. Ouais. Ils m'ont fait des histoires, il fallait que j'aille au tribunal. Parce qu'ils ne voulaient pas me mettre en invalidité totale. Hein. Ils estimaient que physiquement, j'étais en bonne santé. Oui, c'est tout le problème. Et puis sachant également que ce diagnostic, enfin, il a géométrie variable, hein. Il y a plusieurs stades, hein. Donc il y a certains individus qui peuvent vivre socialement très bien en étant aidés et d'autres où ça prend des proportions, on va dire, plus importantes. Oui, mais entre vivre socialement et travailler, c'est pas pareil, hein, parce que sachant que le travail de nos jours, surtout quand vous êtes dans l'encadrement, c'est avec les courriers électroniques et compagnie, vous êtes en stress permanent. Oui, parce que c'est une des particularités finalement de la bipolarité. Vous parliez de vivre des émotions fortes, c'est sur la gestion du stress. C'est atroce, quoi. Bien sûr. Je pouvais plus, moi. Parce que tout est vécu, même qu'on soit d'ailleurs en phase basse ou haute, tout est vécu de façon excessivement intense, on peut dire. Ah oui. Donc, faut se faire soigner par des gens compétents, quoi. Et puis l'idéal, c'est d'avoir son expérience à soi. Mais il est vrai que moi, j'ai eu la chance de rencontrer une femme. Bon, c'est encore l'hypomanie, je vous dirais, qui m'a fait. Et qui vous a soutenu? Vous êtes toujours en couple, Éric? Ah oui, moi je suis marié, j'ai 2 enfants, mais ma femme, elle est très solide. Hein. Ah oui. Elle a mis 10-12 ans à comprendre le truc. Quand je suis passé en invalidité, elle a compris la maladie. Parce que moi qui ne vis pas la nuit, mais les gens, ils dorment la nuit. C'est ce que j'écris dans mon bouquin un peu. Les gens, ils dorment la nuit, donc ils savent pas tout ce que vous faites. Ouais. Et quand ils se lèvent, ils s'imaginent que vous avez dormi. Alors vous êtes complètement crevé, vous avez tendance à... Mes enfants, par exemple, ils font pas la différence quand je suis en hypomanie ou en dépression. Ah oui? Parce qu'en fin de journée, quand je rentre de l'école, je dors. Alors quand je suis en dépression, je dors parce que je dors toute la journée. Et puis quand je suis en hypomanie, je dors parce que j'ai pas dormi de la nuit. De la nuit. Mais pour eux, je suis dans le même état, quoi. Je suis le papa qui dort tout le temps. Le papa qui dort tout le temps, vous le dites avec le sourire, Éric. Ça se passe bien pour vos enfants, la vie, la scolarité? Oui. Mon aîné, ça va bien. Ma fille, elle est bourrétique comme moi. Bon, je sais pas si c'est moi ou le contexte familial ou bref, on l'a emmené chez un psychiatre récemment parce qu'elle a pas mal de... Je touche du bois, j'espère que ça se passera bien. Mais bon, oui. Je n'ai pas de projet sur la comète. Hein. Non, vous avez raison. Oui, il faut faire attention aux projections qu'on fait sur les enfants. En tout cas, c'est un beau projet, Éric, je crois, votre livre, parce que ça me paraît important de partager votre vécu. C'est vrai que j'allais dire, malheureusement, c'est une affection qu'on voit de plus en plus au niveau psy. Oui. Et oui. Et je pense que votre témoignage, en tout cas la façon dont vous en parlez à l'antenne, et je vous remercie d'avoir appelé pour ça. C'est pas non plus, quand vous dites c'est pas une honte, c'est pas désespéré, voilà. Pas honteux. Moi j'en ai eu honte jusqu'à 49 ans. Hein. Je le disais même pas à mes médecins généralistes, je le disais à personne.
Et ça m'a aussi aidé, vous voyez, que les gens ne soient pas au courant. D'être un peu obligé discret. à me bouger, vous voyez. Oui, d'être un peu discret. Alors, il y a Anne qui demande, est-ce que cette phase maniaque est gérable pour vous? Est-ce que ça ne vous exclut pas socialement? Donc, quand vous êtes en phase maniaque? Moi, je suis pas maniaque, je suis hypomaniaque. J'ai jamais été hospitalisé. Ouais. Moi, quand je suis hypomaniaque, je suis bien. D'ailleurs, on plaît aux gens quand on est en phase hypomaniaque parce qu'on est très efficace au travail, partout. C'est vrai. On est très efficace et on est étonnant. Très concerné, on va dire. L'individu est très concerné. Oui. Alors que les maniaques, eux, c'est l'hôpital direct. C'est catastrophique. Bon, je suis un peu violent de dire ça comme ça, mais c'est vraiment, ça nécessite l'hospitalisation souvent parce qu'ils peuvent être dangereux envers eux, envers leurs conjoints, ils peuvent vider leur compte en banque en une journée, divorcer le lendemain et se retrouver SDF le surlendemain. Oui, se mettre en grand danger. Vous avez raison. C'est une maladie. Dans le temps, ça s'appelait la folie circulaire, me disait mon psychologue. C'est que vraiment dans le temps... Vous m'apprenez quelque chose. Au 19e siècle, au 19e... les gens, quand ils pétaient les plombs, on les envoyait à la campagne, on les enfermait, et puis quand ça allait mieux, ils revenaient à la ville. C'était pas soigné. Alors les gens n'aiment pas dire qu'on est fou et tout, mais on fait peur. Les gens qui sont vraiment en crise, ils font peur. D'ailleurs, les policiers le savent, les hypomaniaques, ils commencent à les engueuler et tout. Il y en a certains qui sont formés, et on devient un peu fou, quoi. Oui. Malheureusement. Donc il faut se soigner, il faut prendre ses médicaments, c'est comme les schizophrènes ou les je ne sais quoi. Mais voilà, c'est courageux d'appeler ce soir pour dédramatiser et pouvoir partager ça avec les auditeurs. Ça me semble important. Vous voyez, quand vous dites qu'il n'y a pas de honte et voilà, comme vous dites, il faut se prendre en main, se soigner, être entouré. Voilà, oui. Merci Eric de votre appel. Et alors, bonne chance dans l'écriture de votre livre. Écoutez, ça avance. Je suis à 27 pages. Super. C'est pas énorme, mais c'est déjà... Non, mais oui, il faut un début à tout. Et puis, vous voyez, vous faites quelque chose à chaque fois, vous construisez quand même. Absolument. Voilà. C'est une thérapie. Voilà, exactement. Merci Eric et bonne chance à vous. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Sophie Petters, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Bonsoir Marie. Bonsoir Sophie. Voilà, je vais passer une dizaine dans une semaine. Oui. Et jusque-là, mon âge m'avait pas préoccupé plus que ça. Ça me faisait strictement rien. Ni chaud ni froid. Et là, je panique de passer les 70 ans. Ouais. Et j'ai l'impression d'avoir aucune perspective d'avenir. L'avenir est... Ouais. Et puis, je vois que j'ai moins de goût. Comment dirais-je, j'ai plus trop de goût à pas grand-chose. Plus de projets, plus de désirs. Comment ? Plus de projets, plus... Voilà, oui, non, Quelle idée vous faisiez, si je vous dis 10 ans en arrière, allez à 60, je fais exprès. 60 ans, non, mais quelle idée vous faisiez d'une femme de 70 ans ? Je pensais même pas. Non, mais quand vous en rencontriez ou quand il y en avait, je sais pas, quand vous croisiez quelqu'un, vous voyez, dans ces âges-là, quelle image, quelle représentation vous avez de quelqu'un de 70 ou de 80 ans ? Avec quelle représentation vous vivez dans votre tête de cet âge-là ? Je crois que la représentation, c'est de ma mère. Ah, oui. C'est-à-dire, quelle femme c'était à 70 ans, votre maman ? Ou qu'est-ce qui s'est passé pour elle à cet âge-là ? D'abord décédée à 71 ans. Ah. Et puis, il y avait longtemps qu'elle était vieille.
Oui. Elle était pas gentille, elle était bon. Elle n'avait jamais été gentille de toute façon, mais Ça s'arrangeait pas, on va dire. et ma grand-mère, les femmes dans ma famille, elles vivaient mal leur vieillesse, vous voyez. Oui. Très très mal. Oui, il y a quelque chose attaché pour vous, vous voyez, à ce tournant. C'est pour ça que je vous posais cette question de la représentation. Oui, c'est que c'est pas vous, parce que j'entends, voilà, que vous avez une voix dynamique, pleine de chaleur, un peu comme si cette représentation vous appartient pas. C'est pas votre histoire. Mais c'est quand même un peu votre histoire, puisque voilà, c'est celle de votre maman ou de votre grand-mère. Oui. Et un peu comme si vous étiez dans cette angoisse de comme une épée de Damoclès, vous voyez cet anniversaire arriver en vous disant, ça y est, je passe la barre de quelque chose qui me rapproche d'un état que j'ai connu, que j'ai vu chez ma mère, voire ma grand-mère, et je ne veux surtout pas de ça. Non, je suis un peu consciente de ça, parce que cet hiver, j'étais très très mal. Là, j'ai passé les 6 premiers mois en examen de toutes sortes, parce que j'avais des douleurs partout, surtout au ventre, donc le siège des angoisses, le ventre. Au dos par des hernies. Oui. Et là, j'avais cet hiver très mal au dos, au ventre, et là j'ai fait toute une panoplie d'examens. On m'a rien trouvé. Ouais. Donc le gastro-entérologue m'a dit que c'était des spasmes que j'avais parce que j'ai des diverticules. Et bon, voilà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi cet hiver. Et je m'étais mis 6 mois pour voir tout ça. Voilà, les 6 mois sont passés. Mais il reste cette angoisse de moi. Oui. Et puis je vois que j'ai plus de goût. J'ai plus de goût. Mais oui, il y a une angoisse qui se rapproche. En fait, votre corps, il vous a parlé, Marie. Vous voyez, voilà, vous avez somatisé. Votre corps est venu vous parler de votre anxiété, de votre angoisse. Et forcément, ça s'exprimait par le corps puisque c'est lié, voilà, sans doute au décès de votre maman à 71 ans. Donc, maintenant que ce plan-là, on va dire, pourrait au conditionnel être rassuré, il n'est pas franchement rassuré parce que votre anxiété reste là. C'est ce qui fait que vous perdez le goût. L'angoisse, l'inquiétude, elle est toujours là. Oui. Oui, bon. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Je pense, Marie, que ce serait bien que vous soyez accompagnée quelque temps, pas forcément très longtemps, par un thérapeute avec lequel vous sentirez bien, qui vous aide à passer ce cap et surtout à débrancher la prise. Je crois qu'il faut que je travaille ça, oui. Oui. Et surtout de débrancher la prise avec l'histoire de maman, parce que vous allez avoir besoin d'être accompagnée, on va dire de maintenant, vous voyez, jusqu'à près, on va dire 2 ans, enfin 71, passer ce cap fatidique qui pour vous a une représentation, enfin plus qu'une représentation, vous voyez, il y a un vécu, à quelque chose dans la façon dont vous parlez de votre maman, vous n'avez pas eu envie de ressembler à cette femme. Non. Et jusqu'au bout, vous ne voulez pas lui ressembler. Et comme l'âge se rapprochant, voilà, c'est un peu au secours, quoi. Je veux pas voir ce compte à rebours. C'est un peu comme si vous étiez déjà vous-même dans un compte à rebours. Oui. Mais je dis aux gens, je n'ai pas envie de vieillir. J'ai pas envie d'aller à 90, 80. Enfin, vous voyez, je le dis aux gens. Allô ? Oui, alors oui, enfin avec toute l'ambiguïté que ça comporte, c'est-à-dire pas envie et envie à la fois. Vous voyez, pas envie d'y aller pour y aller, mais d'y être si vous devez y être.
ce qui est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, c'est pas un projet que vous avez de vivre tard, mais en même temps, vous avez aussi le projet de ne pas ressembler ou de ne pas vivre quelque chose qui s'est lié là à l'âge de votre maman. Ce qu'on va faire, Marie, c'est que on va se retrouver juste après le flash. On va accueillir, on va accueillir François Geffrier, puis on continue ensemble. D'accord. Juste après le flash. Merci, je vous dis à tout de suite, Marie, à tout de suite. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1 et tout de suite on retrouve François Geffrier pour le flash. Bonsoir François. C'est reparti pour encore 1 heure de libre antenne avec vous. Allez, on a passé le cap, on rentre dans la nuit. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore donc pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage. Voilà, parler au cœur de la nuit de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21, commençant par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez également dialoguer en direct avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Quentin et Fabrice à la réalisation. Europe 1. Sophie Peters. Et on retrouve Marie. Marie, vous êtes là, voilà, on était ensemble juste avant le flash d'1 heure. Et voilà, vous nous disiez que vous allez avoir 70 ans dans quelques jours, c'est ça ? Dans 8 jours. Dans 8 jours. Exactement. Exactement, vendredi en 8. Ah bah écoutez, je penserai à vous, alors on sera à l'antenne d'Europe 1. Voilà, on fêtera votre anniversaire ensemble, Marie. Justement, ça vous aidera à passer ce cap. Et alors justement, vous nous parliez de votre angoisse, voilà, face à cette date anniversaire qui vous rappelle votre maman, en fait, décédée à l'âge de 71 ans. Inconsciemment, parce que, oui. Mes douleurs de cet hiver-là, je croyais vraiment, elle est décédée d'un cancer de la vessie. Je croyais que j'avais un cancer aussi, quoi. Ah oui. Bon, j'ai fait tous les examens et j'ai absolument rien. Donc tout va bien, c'est des spasmes dans les intestins qui me font ces douleurs-là. Mais oui. Et vous voyez, ça se loge au même endroit. C'est là où c'est intéressant pour vous que ça fasse sens dans ce lien somatique. Ça arrive souvent, justement, dans cette filiation mère-enfant ou père-enfant, de ressentir à certaines dates ou à des moments importants comme ça, le corps vous dit quelque chose là, de très précis. Oui, je sais pas. Et alors, ce que je vous disais, justement, on en parlait ensemble juste avant le flash. C'est vrai que je pense que voilà, il serait important que vous soyez accompagné, un peu soutenu dans ce moment-là, soutenu dans votre histoire. Oui, pour reparler de cette période-là, quoi. Oui, de cette période-là, et pour que vous ayez bien en conscience que votre maman, c'est pas vous, que vous êtes bien deux femmes très différentes, et que votre histoire, c'est pas la sienne, ou la sienne n'est pas la vôtre. Parce que j'ai aussi, par fidélité oui. aux femmes de ma famille, où il y avait depuis 3 générations avant, toutes les femmes, elles se mariaient avec leur cousin germain. Du coup, elles avaient toujours le même nom de famille. Ah oui. Et moi, il n'y a pas très longtemps que je me suis aperçue, je me suis jamais mariée, donc j'ai toujours gardé le nom de famille.
comme une loyauté invisible. Exactement. Et c'est vrai que quand ma mère a été malade, elle avait fait un AVC, je lui ai gardé son commerce pour qu'elle le retrouve après. Quand elle a été, quand elle a eu son cancer, c'est moi qui m'en suis occupée. Et voilà. Bien. Et puis, dans la foulée, elle m'a déshérité, mais bon. Eh oui, elle n'a pas été loyale, elle. Ah oui. Elle n'a pas été loyale. Non. Mais bon, quand elle est décédée, moi, j'ai dit, elle fera plus de mal à personne. Oui, mais vous voyez, on paye cher quelquefois ce type de loyauté, Marie. Un peu comme si vous aviez cherché à ce qu'elle soit un jour gentille. Hein. En étant gentille, c'était espérer pour vous qu'elle le soit. Oui, maintenant j'ai compris que j'espérais qu'un jour qu'elle m'aime, quoi. Et qu'elle me le dise. Oui. D'être aimée. Vous voyez ? Alors, vous voyez, vous la cherchez au travers de vos douleurs, à travers de vos angoisses. Le lien continue, Marie. Et vraiment, c'est important. Alors, on va accueillir avec nous Rosemarie. Vous êtes là, Rosemarie ? Oui. Oui. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Rosemarie. Ah oui, bien sûr. Voilà. J'ai posé mon disque quelques jours après. Exactement. Et là, je suis très touchée formidable. par ce que dit Marie. Oui, alors écoutez, Rosemarie, c'est formidable parce que vous allez remonter un peu le moral de Marie ce soir. C'est formidable. Enfin, Rosemarie va avoir un petit moment avec Marie. Exactement. Bonsoir, Rosemarie. Voilà, quand Rosemarie rencontre Marie, qu'est-ce qu'elle se raconte ? Alors... Des histoires de Marie, c'est-à-dire que si on fait l'anagramme de Marie, c'est aimer. Voilà. C'est aimer, alors, oui. Et oui. Alors, ce que je voulais lui dire, c'est que la déloyauté maternelle, moi je l'ai connue. La déloyauté conjugale, je l'ai connue, mais c'était l'impact de la guerre. Et que moi aussi, je suis restée seule, mais tout en n'étant pas isolée. Et maintenant que j'ai 72 ans, nous avons le même âge, enfin 2 ans près. Oui. Mais justement, Marie, c'est intéressant, Rosemarie, parce que vous êtes passée de l'autre côté du pont qui fait si peur à Marie. Oui. La dizaine. La dizaine, la fameuse. La fameuse dizaine. Oui, comme vous, c'est la fameuse dizaine. Hein. Oui, mais comme vous, Marie, j'ai pas vu passer les 30, les 40, les 50, les 60. Ah oui, moi non plus. Et c'est la dizaine aussi. Donc c'est depuis 2 ans. 10 ans qui me bloquent. Voilà. Tout à fait. Et là où, quelque part, le corps commence à faire caisse de résonance. Alors, il est plus vulnérable, de fait. Voilà. Donc, mon seul petit truc, je vous lis un petit texte de Maître Écart. Oui. Voilà comment je gère. Hein. Oui, super. Allez-y, Rosemarie, on vous écoute. On est avec vous. Très supporter. Alors, le moment le plus important de ma vie, c'est le présent. Ouais. Oui. L'être le plus important est celui qui se trouve en face de moi à ce moment-là. Alors ça peut être un musicien avec qui je fais de la zik, ça peut être un élève, mais ça peut être très éphémère. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça peut fuir de leur part à eux, ou peut-être de la part à moi si j'ai un ennui de santé, si je suis trop fatiguée, vous voyez. Et l'acte le plus important, c'est toujours l'amour. Maître Écart. Est-ce que ça vous parle, Marie ? Le moment présent ? Oui. Oui, mais bizarrement, je réussissais mieux à vivre le moment présent, ici et maintenant, il y a ne serait-ce qu'un an, quoi. Enfin, depuis que j'ai mes hernies discales, surtout, hein, ça va faire 3 ans. Et comment... Mais malgré ça, j'avais une grosse hernie discale dans la D1, D2, qui n'est pas opérable, et j'étais bloquée, et je suis allée à un stage de méditation zen que je m'étais inscrite. Ah oui, parce qu'il y a... Un jour après, je marchais, que j'arrivais à peine à marcher. Ah bah oui, alors vous voyez, il y a Cathy qui envoie un message pour dire le yoga aussi, ça aide beaucoup, et en groupe aussi pour la convivialité, pour vous faire des amis. Et... Oui, bon, j'ai quelques amis, hein, je fais de mes 70 ans. Hein.
Ah, je l'ai faite. On va au restaurant parce que moi, je suis super, fatiguée, vous allez au restaurant. D'accord. Vous allez au restaurant avec des amis. Entre amis. Oui. Et j'ai invité des amis qui ont été soutenants tout cet hiver où j'étais un peu désespérée, où j'étais pas très bien. Ils ont été présents, donc je les invite au restaurant. Oui. Et vous tenez bon. Allô ? Oui, Rosemary. Vous tenez le bon fil parce que moi, pour mes 72 ans, j'ai eu 50 élèves, Facebook a marché, on a fait une grande fête. Donc vous voyez, moment présent, je les reverrai quand je ne sais pas. Et puis là, quand je vous parle, j'ai un super lombago à 2 jours de partir en Avignon. Donc pour danser sur le pont d'Avignon, ça va être un peu dur, d'autant qu'il est cassé. Mais avec le tai chi, c'est votre méditation. Ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment, pour moi, garder la force dans le moment présent et pas se laisser emballer par un état splénique. Parce que même quand on a un lombago ou un courbago, on peut toujours, et c'est très douloureux, j'ai une hernie L4, L5. Donc, Marie, vous voyez, bienvenue au club. Bienvenue au club. Et Rosemary, l'histoire de la maman de Marie, qui est décédée à 71 ans, et vous pensez que c'est un lien avec l'histoire de Marie? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, ma mère a eu un impact physique sur moi extrêmement important. Extrêmement important. Et à cet âge-là, précisément? Non, pas à tous âges. Il a fallu que je rompe avec elle, et la grande rupture, ça s'est fait. J'avais 48 ans quand j'ai décidé d'entreprendre une analyse et qu'elle est encore intervenue en me disant « Tu as de la chance, tu vas parler dans les salons. » Je dis « Je vais pas parler dans les salons, déjà je vais payer, je vais raquer. » je vais craquer toutes les semaines. Rien à voir avec Madame Dudéfend. Non, rien à voir avec Madame Dudéfend. C'est un salon un peu privé, on va dire. Voilà. Et donc, ça a toujours eu un impact. Et si vous voulez, ma mère est devenue grabataire très très rapidement. Elle est décédée à 95 ans, après moult maladies. Mais si vous voulez, j'ai toujours lutté contre. C'est-à-dire, en 84, je me suis acheté un petit rez-de-chaussée, que d'ailleurs on vient de déclarer en péril, et c'est certainement ça qui me file un lombago, parce que l'immeuble, voilà. Oui. Donc, moi j'ai réussi ma vie, je me suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, mais j'ai pas d'enfant, ça a été un choix, un choix parce que il y avait de la maltraitance chez moi, et à une période de ma vie, je me suis pratiquement enfermée dans ma chambre pendant 8 jours. Et j'ai été au fond de moi pour voir comment je serais avec des enfants à moi. Et je n'avais que cette référence. Or, j'étais professeur, et j'avais des... Oui, j'avais fait de la pédagogie et tout. Oui, vous aviez des groupes d'enfants. Mais les enfants des autres, je les ai encadrés. J'ai eu des petits, j'ai eu des jeunes, j'ai eu de tout âge, dans différents milieux. C'était cadré dans un cadre, donc là j'étais bien. Et j'étais compétente, j'ai apporté de la modernité, enfin j'ai fait des choses, je sais que... Voilà. Mais moi, un enfant à moi, je l'aurais peut-être battu. C'est dur à dire, mais... Donc j'ai décidé, mais je ne le regrette pas du tout. Moi, quand je vois un enfant, tout de suite, il y a un sourire, il y a quelque chose qui se passe. Je joue avec des enfants sans les toucher. Bon, mais ça voilà. Je suis pas mariée. Bon, il y a une part de solitude. Je veux pas trop me l'avouer, mais il y a une part de solitude. Bon, j'ai construit une maison dans un lieu où j'ai choisi. Ça a été mon port d'attache, ça a été un petit peu pour laquelle j'ai travaillé. J'ai toujours rebondi. Bon, j'ai la même maladie que le monsieur précédent, mais j'ai réussi parce que moi je fais pas c'est dans le premier degré, donc je fais surtout dépressif. Bon, ça se voit moins, célibataire.
on dérange personne. Vous voyez, et puis bon, c'était des périodes où on trouvait du travail, s'il me fallait un certain temps. Bon, j'ai bien géré tout ça. Bon, là, je vis avec 2 bêtes. Enfin, je sais pas, mais cette angoisse-là, c'est poignant. Mais elle parle d'autre chose, Marie. Vous voyez, justement, c'est qu'elle parle pas de votre vie. Elle parle d'une autre histoire. Une histoire de passé. C'est pour ça que je vous invite à... Sophie? Oui. Sophie? Oui, Rosemary. Puis-je me permettre de réintervenir? Bien sûr. Alors écoutez, Marie, j'ai été institutrice. Oui. Et les groupes d'enfants, et je continue de faire du bénévolat, comme ça, en franc-tireur, en banlieue, enfin, quand un enfant a besoin d'être aidé. Et ce que vous dites au niveau des enfants, bon, moi j'ai été moins claire que vous, c'est-à-dire que j'ai eu 2 enfants. Mais j'ai aussi été une enfant très maltraitée. Je l'avais dit à Sophie, une précédente antenne, mon père avait fait 14-18, les tranchées, chemin des dames, et avec moi, il revivait la guerre des tranchées, il me frappait beaucoup. Mais si vous voulez, j'ai pas eu la finesse, la subtilité de me dire oh là là, peut-être que je vais reproduire ça. Donc je me suis mariée, j'ai eu des enfants, mais c'était peut-être pas complètement le bon choix, parce que tout en étant très maternelle, j'étais quand même très sévère, d'autant plus que j'étais instite. Donc j'avais un côté très rentemplant, puis je faisais le père et la mère. Donc avec mes enfants, ça va, mais si vous voulez, moi aussi je suis seule, mais pas isolée. Voilà, et je n'ose pas avoir des animaux, mais je vais peut-être en avoir, parce que je me dis des animaux, c'est comme des enfants et c'est beaucoup de travail, donc ça prend du temps. Et pour lire, pour aller au cinéma, pour aller au théâtre, pour danser quand il reste tout seul, hein. Oui. Merci. Ça peut rester des heures je pourrais pas les laisser tout ça. Oui. Alors vous savez, on va vous laisser discuter, voilà, et continuer le lien si vous voulez ensemble hors antenne, parce que voilà, ça colle bien, Marie et Rosemary. Merci Rosemary. De votre travail. Merci à vous, avec votre pêche habituelle. La libre antenne, je me suis fait 2 bonnes amies, Vanessa et Caroline, à la précédente libre antenne. Et maintenant, bienvenue à Marie dans le cercle. Merci Rosemary. Et puis voilà, Marie, j'espère que vous allez passer, je penserai bien à vous vendredi prochain. Et tous les auditeurs avec moi, on sera là pour vous souhaiter vos 70 ans, Marie. Et puis... bon, je vais travailler, je vais aller travailler. Restez pas seule avec ça. Oui. Vous voyez, quand vous parlez de votre vie, on sent bien qu'il n'est pas là, le sujet. Hein, il est bien plus tapis dans l'ombre, on va dire, et donc dans le corps. Oui. Hein, et ce qui est drôle, c'est que j'ai une nièce où on est très proches l'une de l'autre, et elle me dit, parce qu'elle a pas de bons souvenirs de la famille, ou des femmes de la famille, et elle me dit, toi, tu me donnes le goût de vieillir. Elle me dit, moi, je voudrais être comme toi à ton âge. Et puis, vous savez, Marie, à un moment donné, dans des histoires de famille comme ça, et on le voit dans tous les travaux en psychogénéalogie, arrive quelqu'un dans cet arbre qui arrête quelque chose d'un système. Et c'est peut-être vous, c'est à vous qu'incombe cette tâche de ne pas reproduire. Et c'est sans doute un peu le propos de votre nièce. Mais ça mérite en tout cas de le travailler. Puis il y a Violaine qui dit, Marie, vous entrez en septantaine, vous allez être une jeune septuagénaire. Plein de bonnes choses à vous. Je vous quitte avec ce joli message, Marie. Merci. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Merci. Au revoir, Sophie. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Voilà, donc merci. Donc, je vous appelle parce qu'en fait, je souhaiterais avoir votre avis ou des conseils ou par rapport à la situation que je suis en train de vivre. En fait, j'ai une collègue de travail, enfin ma collègue de travail avec celle avec qui je travaille au quotidien, qui m'a annoncé, ça fait à peu près une semaine, un peu plus d'une semaine, qu'elle ressentait, la première fois qu'elle m'a dit, elle m'a parlé d'avoir un faible pour moi. Et puis,
fur et à mesure des jours là et des discussions, je m'aperçois, enfin, je crois saisir que ce faible est plus que petit. Voilà, je suis. Vous voulez dire qu'elle vous en parle ou qu'elle vous donne des signaux de plus en plus manifestes? Non, on en a parlé assez. Ah oui. Vraiment assez clairement, parce que bon, il se trouve qu'on a. Voilà, c'est une collègue qui est arrivée. Voilà, ça fait 2 ans avec qui je travaille et ça c'est. Alors, bizarrement, enfin pas bizarrement, mais voilà, on a très vite eu une complicité assez forte. On s'est très très vite entendus. On a des caractères, je pense, qui s'entendent très bien. Et c'est vrai que moi, ça m'a changé quasiment ma façon de travailler. C'est vraiment un plaisir d'aller travailler parce que je sais que je passe une journée avec quelqu'un d'agréable. Et au départ, c'était une complicité autour d'une compétence, on va dire, puisque c'est au travail partagé, une façon de faire, une façon d'être au travail. Oui, et puis quelque part une ouverture, c'est-à-dire que on a. Moi, je sais pas, j'étais quelqu'un qui séparait très très clairement le boulot, on va dire, et la vie privée. Et il se trouve qu'elle est arrivée peut-être en 2 semaines, je me suis mis à parler. Enfin, on a parlé de vie privée tous les deux, de vos vies, projets, de vos histoires d'envie, de vie, de goût, et en même temps du boulot, et ça se passait très bien. Et pourtant, d'ailleurs, quand elle est arrivée, on avait, c'était niveau de travail, il y avait pas mal de boulot et oui, il y a une amitié. Hein, le travail, c'est aussi un lieu où on peut se lier d'amitié. Hein, mais alors, du coup, comment elle vous a, j'allais dire, annoncé, ou comment elle a amené le sujet? Parce que c'était pas évident quand même. Non. En fait, c'est... Voilà, au fur et à mesure, effectivement. Alors moi, je suis célibataire et elle est mariée. Elle est mariée. Elle a des enfants? Non, ça fait partie des données. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, moi c'est une femme très très séduisante. Et quand elle est arrivée, elle venait de se marier, je crois 1 semaine avant, ou quelque chose comme ça. Ah oui. Donc elle est jeune mariée. Oui. Voilà, depuis 2 ans en fait. Voilà. Et c'est justement, ça fait partie des choses qui vous questionnent, bien sûr. Voilà, parce que justement, moi je l'ai vue arriver, effectivement, elle est très séduisante, mais oui, elle vient de se marier, donc quelque part, j'ai vite compris, j'ai compris qu'il y avait rien à part à attendre, et puis de toute façon, derrière, ça s'est très bien passé sur l'amitié, donc... donc pour vous, il n'y avait pas de sujet, c'était une amie qui avait sa vie à côté. Même si je pense, maintenant, je commence je sais pas si c'est le fait d'être bouleversé par ce qu'elle me raconte forcément, vous la voyez autrement, bien sûr. Bien sûr, Pascal. Je me rends compte aussi que le temps passé pendant ces 2 années, et j'ai sans doute ressenti des choses aussi. Mais c'est surtout, Pascal, que vous la regardez autrement maintenant que vous avez cette information-là. Comprenez, c'est qu'avant, pour vous, c'était une jeune femme séduisante, belle, amicale, sympathique, tout ce que vous voulez, et mariée. Et pour vous, il y a quelque chose qui était de l'ordre de l'impossible, donc pas envisageable, donc que vous n'aviez pas envisagé. Et puis, il se trouve qu'elle vous confie des sentiments pour vous. Et là, tout d'un coup, c'est comme si elle ouvrait une porte qui était restée fermée. Et là, vous dites, qu'est-ce que je fais? L'impression que j'ai eue, c'est que, en fait, qu'elle découvrait, qu'il y avait un voile sur quelque chose et qu'elle venait de dévoiler. Et justement, alors, comment elle vous l'a dit? Comment, parce que... J'y viens, c'est pas simple, effectivement. Et donc, vu qu'elle elle est devenue un peu ma confidente aussi. Dernièrement, j'ai eu j'ai fait des rencontres. Et puis, de cœur, je lui ai raconté. Et quelque part, c'est vrai que, elle était, j'allais dire, assez présente. Je lui confiais des choses et je pense qu'elle a quelque part vécu ces histoires, même si elles ont été assez courtes. D'ailleurs, elles se sont mal terminées quelque part, mais elle les a vécues. Elle était dedans, quoi. Ouais. Elle a vu comment ça se passait. Et il y en a une qui s'est terminée. D'ailleurs, elle m'a bien soutenu aussi moralement quand ça s'est fini, là, il y a 1 mois. Et puis, là, il se trouve que j'ai une ancienne relation qui m'a recontacté. Je lui en ai juste parlé, mais quand je lui en ai parlé, maintenant, aujourd'hui, je me rends compte, elle s'est braquée juste quand je lui ai parlé de ça, et quand je lui ai annoncé que il y aurait pas de suite, et que c'était juste...
je l'ai senti soulagé aussi. Alors sur le coup, je pensais que c'était parce qu'elle s'inquiétait que j'allais éventuellement m'embarquer dans une histoire compliquée. Et puis voilà, un jour, un soir, elle vient, elle me dit, écoute, faut que je te parle d'un truc. Soi-disant, des collègues à la pause de midi, elles ont discuté. Et puis il semblerait que les gens autour de nous jazz un peu, se doutent de quelque chose. Il semble que ça semble évident, alors que vous trouvez très proche en tout cas. Oui, mais voilà, et une collègue lui aurait dit, écoute, tu ferais mieux de partir parce qu'il se bloque sur toi, il attend quelque chose après toi. Alors que, pour moi, c'était clairement pas ça, puisque de toute façon, je venais d'avoir des histoires, mais bon, les autres ne le savent pas, ils peuvent pas. Et elle a été très troublée parce qu'elle pensait, elle a cru qu'elle était fautive de quelque chose, et du coup, elle me parle, elle me dit cette histoire je dois te dire, j'ai un fait pour toi, mais je voudrais pas que tu te bloques ou quelque chose. Et je dis, mais toi, tu le sais, évidemment que je me bloque pas. Mais oui, quel est son projet en vous confiant ça? C'est ce que je me demande. Mais oui, elle vous dit ça en vous disant. Ça vient justement à un moment où je me retrouve quelque part libre et où je sais pas si elle a pas eu peur que, après ce sera, je sais pas. Et en même temps, 3 jours après, elle me raconte que elle a une là c'était presque irréel. Elle me raconte qu'elle a une amie qui vient de lui confier qu'elle a couché avec son collègue de travail et que voilà, elle sait pas trop quoi faire. Donc elle me raconte ça. Moi, je savais pas trop s'il y avait de l'implicite ou du. Oui. Vous avez bien fait de vous poser la question. Oui. Donc c'est vrai que ça venait quelques jours après cette annonce. Et, il se trouve que c'est effectivement comme ça. Et elle, ça l'a encore plus troublé tout ça, quoi. Et bon, voilà. Donc elle me parle de ça. Puis finalement, elle m'a encore envoyé un message le soir disant en fait, je sais pas trop comment te le dire, mais ça me trouble beaucoup parce que ça nous ressemble et j'ai peur que ça nous arrive, voilà. Oui, tout en le désirant très fort. Vous voyez l'ambiguïté, l'ambivalence. Oui, mais c'est ça. Mais oui, pour vous, c'est quand même pas simple, parce que... Moi, je prends ça quelque part dans la figure, et puis je me rends compte aussi que derrière, elle l'aurait pas dit si... je sais pas. Si elle me l'annonce, c'est quand même... C'est pas juste pour se soulager, je pense. Non, bien sûr que non. Il y a une intention, même si elle n'en a peut-être pas conscience, mais il y a une intention cachée. Alors, est-ce qu'elle joue ou pas avec ça? Peut-être qu'elle se rend même pas. Cet après-midi, on en a rediscuté quand même. Et là, en fait, elle me dit que ça fait, un mois après son arrivée, ça fait 2 ans qu'elle craque sur vous, quoi. Voilà, qu'elle craque, c'est exactement ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. C'est un truc de fille, ça. Oui. Oui, comme quoi, effectivement, il y a des soirs où elle pleure. Le moment de partir, alors moi, c'est très ému parce qu'au moment où elle me dit l'année dernière, au moment de partir en vacances, je savais que je ne te verrais plus pendant longtemps, je suis resté au boulot, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Et elle m'a raconté la scène, la première séance de travail qu'on a eue tous les deux, où elle m'a raconté ça cet après-midi avec des détails. Elle se souvenait de ma tenue, du nombre de boutons qui étaient ouverts à ma chemise, la couleur. Elle a eu un coup de foudre. Quelque chose il y a 2 ans et un mois après. Mais c'est un mois après son mariage. Mais est-ce que, comme vous parliez de vos vies et que vous vous confiez justement vos histoires de vie, de quelle façon, au début, puisque vous n'étiez pas au courant de tout ça, elle vous parlait de son couple et de son mariage? C'était une jeune mariée. Donc, mais de quelle façon elle en parlait? Est-ce que vous vous souvenez? Durant tout ce temps, vous avez parlé de vous. Elle nous a montré des photos. Elle est très très manuelle, donc elle avait préparé beaucoup de choses pour le mariage. On a parlé de ça, puis après très rapidement, au bout de 2-3 mois, ils ont cherché un logement, ils ont acheté une maison. Mais comme vous parliez de vos relations de cœur, est-ce que elle parlait, là c'est très factuel ce que vous me racontez sur elle, mais est-ce qu'elle vous parlait de, puisque vous lui confiez certaines choses, est-ce qu'elle vous confiait aussi certaines choses sur, je sais pas, son jeune couple ou ce qu'elle vivait en couple? Ou jamais? Non. Elle m'a jamais parlé de ses sentiments pour son mari, je dois l'avouer. Mais ça me sent, pour moi, c'était presque, je sais pas. Oui. En fait, elle vous faisait beaucoup parler de vous et de vos histoires de cœur. C'était. Non, pas tellement en fait, parce que d'ailleurs au début, moi je venais de rompre avec quelqu'un, une histoire qui a d'ailleurs
qui s'est éternisée et qui pour moi était assez douloureuse. Et justement, le fait d'avoir le boulot et de passer de bonnes journées avec elle, moi, ça m'a beaucoup aidé à remonter la pente après cette histoire. Oui. Mais là, sur le coup, elle en savait rien, quoi. Oui, elle en savait rien. Mais... Et aujourd'hui, Pascal, qu'est-ce que vous vous dites avec tout ça? Qu'est-ce que vous dites d'elle, de cette situation que vous vivez? Et qu'est-ce que vous ressentez, en fait, profondément? Moi, le problème, c'est que je suis assez, comment on dit, cœur d'artichaut. Je suis capable. Enfin, voilà. Elle me raconte des choses. Voilà, quand elle me dit que après un moment où on a travaillé ensemble, et puis quand elle reste là à y repenser. C'est des choses que j'ai vécues aussi, mais moi, automatiquement, au moment où je les ai vécues, ces choses, au moment où je les ai ressenties, je les ai immédiatement recouvertes quelque part inconsciemment pour... Ah, c'est comme si en fait, d'ailleurs, c'est ce que dit, voilà, le SMS est signé une autre Pascal femme. Elle dit votre collègue parle d'elle et vous. En fait, quand elle parle d'elle, elle parle aussi de vous. Oui. Ah oui, complètement. Et c'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs cet après-midi. Elle me dit, mais voilà, elle me dit, bon, il y a 2 ans, ma copine, quand elle m'aurait raconté ça, je lui aurais dit, bon, c'est pas bien, faut pas, voilà, ces choses-là. Maintenant, je peux pas lui dire parce que je vis la même chose. Et puis, mais il y a 2 ans, voilà, mon mari, c'était l'homme de ma vie, et je l'aime. Et aujourd'hui, il y a toi aussi. C'est ce qu'elle vous a dit. Ouais. Oui, parce que c'est ce que demandait aussi cette Pascal qui disait c'est curieux pour une femme mariée. En fait, elle a eu un coup de foudre et elle se trouve, c'est Jules et Jim, quoi. Elle aime 2 hommes, son mari et vous. C'est ce qu'elle vous dit. C'est ce qu'elle me dit. Après, qu'est-ce que vous avez envie de faire de ça, Pascal, vous tout seul? Qu'est-ce que vous vous dites? Mais ce qui est, alors, est-ce que c'est qu'est-ce que vous souhaitez? Le hasard du destin. Il y a, voilà, suite à l'histoire qui s'est mal passée, qui s'est terminée il y a 1 mois, moi, j'ai fait un peu le point sur moi-même, puis je me dis, mais, tiens, pour rigoler, je me disais, juste quelques jours avant qu'elle m'annonce ça, c'est bizarre, il se trouve que elle correspond en fait on va dire son profil correspond à la femme que je recherche, quoi. Ah oui, à la femme que je souhaiterais dans ma vie, pour moi. Ouais. Et 2-3 jours après, elle me parle de ça, quoi. Et donc. Voilà, est-ce qu'elle dit par rapport à son couple actuel, voilà, je sais pas, peut-être je me suis trompée ou je me suis engagée, mais en fait non. Pas vraiment. Elle me dit que ça se passe pas mal. Elle me dit. Après, je sais pas. Je sais pas si elle vous met le marché en main, en fait. Hein, ouais. Comment? C'est un peu comme si elle vous mettait la décision. Quand elle vous raconte, vous voyez l'anecdote de sa collègue, voilà, qui a craqué pour un autre collègue. En fait, c'est un peu comme si elle vous et quand elle dit j'ai peur que ça nous arrive, elle vous tend une perche en vous disant c'est à toi de décider implicitement. Ce qui est compliqué pour vous, parce que vous devez décider. Moi, voilà, je suis bien avec mon mari. Je l'aime. Et je veux pas que tu souffres. Mais alors elle vous dit forcément, tout elle ça se sent coupable aussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle s'est dévoilée d'après vous? Je pense en partie les événements, parce que elle est quand même assez sensible aussi. Et, le fait qu'il y ait des choses qui en aient parlé. Mais je pense parce qu'effectivement, elle me dit ça le soir un jour où je lui ai parlé effectivement oui, elle était jalouse. Une ex-rencontre qui reprenait contact, et je pense qu'elle a dû se dire, je sais pas, je pense qu'elle a vraiment, j'ai senti, même si je l'ai pas regardé à ce moment-là, je l'ai senti à ce moment-là se braquer. Oui, vous avez senti quelque chose. Ouais. Je pense qu'elle a eu éventuellement peur, mais vous avez peur, vous, de cette histoire? Est-ce que vous avez peur, Pascal? Et si vous avez peur de quoi? On est un peu tous les deux, effectivement, on en a un peu tous les deux peur, parce que notre entente amicale, maintenant, je sais pas, qu'est-ce qu'elle va devenir. Moi, le problème, c'est qu'on vit dans un petit monde, et tout le monde connaît tout le monde, donc. Une petite entreprise. Vivre une histoire, on va dire, secrète, ce serait très difficile. Et puis, je pense que
moi, je me sens capable de cacher des choses, mais je suis pas sûr qu'elle sache le faire. Oui, puis surtout qu'il y a des collègues qui commencent à s'intéresser à vous deux, visiblement. Ben oui, et puis me dire qu'il faut attendre qu'elle se. Enfin, est-ce que vous êtes en train de. Oui, parce qu'elle. Je le trouve très bien. Oui, vous le connaissez. Elle nous a invités avec les collègues chez elle il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Oui, enfin il y a 2-3 semaines maintenant peut-être. Oui. Bah alors vous en aviez déjà parlé ensemble il y a 2-3 semaines. Non, c'était juste c'était une semaine avant. Et voilà, donc on y était. Ah oui, vous avez dit, enfin vous avez pris un repas chez elle une semaine avant. C'est une semaine avant qu'elle m'annonce ça. Ouais. Oui, c'est confus pour elle, hein, parce que vous voyez, ça souffle le chaud et le froid. Elle vous invite avec des collègues chez elle, elle vous fait donc partager une intimité, vous rencontrez son mari. Et une semaine après, elle vous annonce que qu'elle craque pour vous. Enfin, c'est compliqué. Et ça vous met dans une situation très complexe et très confuse. Oui, d'autant que voilà, moi enfin là, c'était à la limite de craque, enfin pas de. On a failli se retrouver dans la situation de son ami et de son collègue, quoi, parce que cet après-midi. Oui, mais c'est un peu comme si elle vous invitait, symboliquement, j'entends, à partager sa vie tout en elle ne bougeant pas sa vie. Elle ne fait pas de choix. En fait, elle vous met le marché en main, enfin, c'est une façon de parler. Hein. Elle fait pas de choix et elle vous implique dans ce qu'elle vit, parce que c'est elle qui le vit. Donc vous êtes invité à vivre la même chose que ce qu'elle vit, sauf que vous n'êtes pas dans la même situation qu'elle, et vous vous retrouvez pris dans quelque chose que vous n'avez pas choisi, mais que vous devez choisir pour elle et pour vous deux. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous voyez, il y a tout un trajet. Alors, et après, alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est mais quel est le risque, enfin, pour vous? Le risque, enfin, pour moi, il y a plus ou moins 2 issues possibles. Soit s'il y a quelque chose à vivre entre nous et qu'on décide de le vivre, enfin je sais pas, qu'on décide. Oui, mais c'est possible. Il semblerait que la décision soit à moi, mais non, elle doit être à vous deux. Elle doit être à vous deux, mais claire au ciel de son côté. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, parce que sinon c'est vous qui allez devoir porter la décision de quelque chose qu'elle a induit chez vous. Vous voyez, c'est un peu comme quelque chose de difficile. Ouais, oui, parce qu'elle vous met en position d'agir quelque chose que vous n'avez pas réellement décidé tout seul. Donc vous agissez pour elle, autrement dit. Après, voilà, le problème c'est que voilà, les sentiments, ou je sais pas où on peut aller pour de craquer l'un pour l'autre, mais c'est arrivé sans qu'on le décide. Hein, donc mais forcément, elle ressent une part de culpabilité. Moi, ce qui m'a effectivement bouleversé, c'est le fait que ce soit venu 1 mois après son mariage. Mais bien sûr, oui. Elle m'a dit, voilà, quand je t'ai vu. Non, parce qu'on pourrait imaginer. C'est horrible, c'est pas juste, quoi. Oui, enfin, il y a des histoires de vie, voilà, qui arrivent où tout d'un coup, voilà, ça peut être effectivement après ou quelquefois même juste avant un mariage, hein, et on croise la route de quelqu'un, tout d'un coup, une vie bascule. Mais si vous voulez, dans ces situations-là, la vie bascule des deux côtés. C'est-à-dire que la personne sait faire un choix parce que tout d'un coup, c'est clair. Alors que là, et c'est pour ça que d'ailleurs, comme le dit Pascal, on vous sent pas bien dans cette situation. Mais on vous sent pas bien. Je peux pas trop en parler, quoi. Mais oui, on vous sent pas bien parce que vous êtes un peu. Bon, je prends une expression un peu forte, mais c'est celle qui me vient là. C'est un peu pris dans un piège. Et vous n'avez pas vu. Oui, je comprends. Hein, c'est ce qu'on ressent quand on vous décrivez ce que vous vivez. Il y a comme une sorte de piège qui se referme sur vous. Vous dites mais je comprends pas, c'est pas ce que j'ai voulu, même si c'est ce qui me plaît quand même. Donc c'est compliqué. Elle vous attire, vous vous êtes dit tiens ben voilà, ce genre de femme serait tout à fait la femme qu'il me faudrait, mais de façon assez tranquille. Ben voilà, vous êtes dit non, elle a une autre vie, elle est prise, elle est mariée. Donc vous en avez pas fait un sujet pour vous. Puis tout d'un coup, cette même femme vient vous dire coucou,
Je suis là, tu me plais. Et en plus, vous fait vivre maintenant son angoisse de vous faire craquer, de vous entraîner dans ce qu'elle vit. Quelque chose de pas très très juste pour vous, voilà, dans ce que j'entends. Et donc d'un peu dangereux, d'une certaine manière. C'est bien ce que je ressens. Effectivement, il y a un danger. Il y a un danger. Après, il y a un danger parce qu'elle n'est pas claire du tout. Alors, moi, ce que je crois important, là, Pascal, d'abord, c'est qu'elle vous entraîne aussi beaucoup dans la discussion sur une relation entre vous qui est là, mais pas vraiment là. Vous voyez, c'est-à-dire ça devient un sujet de discussion entre vous. Et ça, d'abord, ça n'aide pas une vraie relation amoureuse à se créer. C'est-à-dire, soit elle se crée, soit elle se crée pas. Mais d'en parler, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on en parle, hein? Voilà, on peut en parler quand il se passe des choses, mais elle vous entraîne en fait dans une forme de mal-être, une confusion qu'elle a, et c'est elle qui est un peu perdue. Ah, mais c'est ce qu'elle m'a dit, c'est le terme qui me... Enfin, voilà, mais parce que elle me parlait des autres quand on en a... C'est moi qui ai quand même fait les discussions ces derniers temps, parce que je... un peu ébahi par ces révélations, j'ai essayé d'en savoir un peu plus, et effectivement, je disais, mais bon, elle me dit, oui, les autres, ils pensent que... Je dis, mais toi, mais moi, je suis perdu. Elle est perdue, oui, vraisemblablement. Alors, voilà, en plus, peut-être moi, forcément, qu'elle me parle des moments où elle est perdue, où elle est triste, mais ça m'émeut très fort, et je... Oui, mais vous rentrez dans son système, Pascal. Là, du coup, alors là, pour le coup, le piège, il se referme. Vous voyez, ça vous émeut et du coup, vous vous sentez impliqué. Là, vous travaillez ensemble. Donc, mon conseil, c'est de rester bien concentré sur ce qui vous réunit, c'est-à-dire le travail. D'éviter un petit peu ce type de discussion le temps que ce soit moins confus pour elle. Parce que plus elle en parle et plus ça va entretenir la confusion. Parce que plus elle vous entraîne à vous demander de la sortir de la confusion en agissant. Et là, vous risquez de vous coincer. Donc là, vous êtes dans une situation de travail qui est fluide, enfin qui se passe bien. Ça va être les congés, donc on va pas se voir pendant un moment. C'est pas mal. Donc, Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît assez sain. Mais non pour moi, c'était dur là. Ce soir, là, c'était difficile. Parce que vous avez pu vous voir là, c'était la dernière fois ce soir. Là, c'est les vacances. En même temps, on n'est pas loin l'un de l'autre, hein, je veux dire. Mais là, c'est les vacances là, depuis ce soir. Oui. Et vous vous envoyez des textos. C'est le même métier que les deux éditions précédentes, hein, donc c'est les grandes vacances. Et oui, voilà, c'est la question. Et hors travail, vous vous envoyez des messages. Elle me dit, c'est justement avant de partir, elle me dit, écoute, si tu veux, je t'écris plus. Sur le coup là, ce soir, c'était trop dur. J'ai dit non, arrête pas quoi, parce que voilà. Vous voyez, il y a un autre Pascal sans eux qui dit je pense que voilà, c'est pas anodin si elle vous a invité chez elle malgré qu'elle avait invité d'autres collègues, c'est elle qui va se brûler les ailes. Moi, je pense que l'été, là, c'est une bonne chose pour prendre un petit peu de distance. Parce qu'elle va être quand même avec son mari, elle va savoir ce qu'elle veut faire, réellement. Et la balle, elle est quand même dans son camp. Parce que vous êtes disponible. Hein, vous pouvez, je vais dire éventuellement l'attendre, mais vivre aussi vos vacances et votre été. Mais l'inviter à faire un peu silence. Parce que vous allez être entre textos entre vous et ça va être l'escalade. Donc vous n'allez pas vous en sortir là. Là, ça va être le tunnel. Hein. Vous allez enquiller l'été. Oui, c'est possible. Allô ? Oui. Oui, pardon. Mais oui, parce que en fait, après, voilà, moi, au début, c'est vrai que je me disais bon, elle a craqué. Enfin, je pensais principalement physiquement, ou je sais pas, mais en fait, voilà, vu qu'elle me parle elle me dit, il y a l'homme de ma vie, mais maintenant il y a toi aussi, quoi. Donc je pense que ça va un peu au-delà d'une attirance purement physique, si je puis dire. Et là, elle me dit, oui, un jeune couple, je sais que à peine ils étaient mariés, son mari attendait des enfants, et puis il parlait de ça. Elle n'était pas pressée du tout. Et là, effectivement, elle me dit, mais maintenant, ça fait quelques mois que j'ai arrêté la pilule, si ça se trouve, au retour des vacances. Ah non, oui, mais alors...
Voilà, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, donc, non, mais elle est en train de vous demander, Pascal, je veux vous parler franchement, elle est en train de vous demander de vous dire empêche mon mari de me faire un enfant. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'elle est en train de faire? Oui. Elle est pas bien, elle est vraiment pas bien. Elle est vraiment perdue. Et vous n'allez pas la sauver, parce qu'elle va vous entraîner. Là, c'est moi qui vous le dis, vous n'allez pas la sauver, elle va vous entraîner. Donc je crois qu'il faut lui parler comme je vous parle là, de lui dire c'est pas à moi de choisir ça pour toi. Voilà. Tu sais que je suis sensible à tes sentiments et donc voilà, et proposer quand même un break de l'été et qu'elle sache quand même si elle a envie d'avoir un enfant avec son mari ou pas. Là, c'est quand même sa décision, c'est pas la vôtre. Elle est en train de vous demander de la sauver d'un mariage qui ne lui plaît pas. Voilà, c'est ça qu'elle est en train de faire. Et c'est à vous de décider pour elle. Vous ne pouvez pas décider ça, Pascal. Oui. Elle vous en voudra après. Donc attention. Voilà. Donc voilà. Ce que je ressens, je me dis si je fais un pas, ça va faire quelque chose après. Forcément, ce sera, d'une certaine façon, ce sera moi le coupable, donc quelque part c'est la décharge. Mais oui, je me dis, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais vécu cette situation où j'étais attiré par quelqu'un d'autre en étant en couple, mais je me dis que quelque part c'est qu'il y a sans doute quelque chose qui peut-être un peu bancal aussi de son côté, dans leur couple. Oui. Je sais pas. Peut-être invitez-la, mais vous n'êtes pas vraiment la personne la mieux placée. Mais non, vous comprenez, si vous commencez à l'inviter à parler de son couple et de sa relation avec son mari, vous n'êtes plus... C'est ce que j'ai toujours évité quelque part. Et vous avez bien fait. Vous avez bien fait, vous avez bien compris qu'il fallait vous protéger. Parce que en plus c'est dans ce rôle-là qu'elle vous attend. Parce qu'elle n'arrive pas à trancher. Donc, vous savez, quand une situation est confuse comme ça, et que vous ressentez pourtant qu'il y a bien une confusion, donc il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, il faut le dénoncer. C'est-à-dire, renvoyez-lui, mais avec toute la douceur que j'entends et la bienveillance que vous avez, que vous constatez en fait qu'elle est dans une forme de confusion et que elle a cet été vous allez être séparés et que c'est la bonne période pour qu'elle se pose des questions éventuellement, qu'elle aille voir un thérapeute, un psy, qu'elle se fasse aider, mais pas par vous. Vous êtes le moins bien placé pour l'aider dans ce questionnement-là parce que vous êtes jugé parti d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Et que si quelque chose doit se passer entre vous, vous allez l'abîmer en allant là-dedans. Donc, c'est ni son intérêt à elle, ni le vôtre. Donc, c'est quand même ce que j'avais plus ou moins... quand elle m'a annoncé ça, moi, c'est ce que vous avez ressenti. Donc, ce que j'ai essayé de lui transmettre comme message, c'était de dire, moi, je suis là. Quoi. Moi, je suis, m'apporter... Oui. Moi, je suis là, je suis... Je suis là, je suis pas insensible. Voilà. Voilà. Et je voulais au moins qu'elle ait compris ça. Et puis c'est vrai que là aujourd'hui, ça fait 2 ans, toute histoire. Moi, c'était très fort émotionnellement. Mais c'est très encombrant surtout. C'est très encombrant pour vous. Oui. C'est que pendant ce temps-là, elle vous entraîne dans sa vie sans rien vous proposer non plus. Et vous, pendant ce temps-là, vous ratez vos histoires. Oui, mais elle me le dit. Elle me dit, voilà, en fait, elle me reproche pas d'avoir eu des histoires ou quoi que ce soit. Elle me dit, au contraire, elle m'a d'ailleurs encouragé à l'époque. Est-ce que c'était pour quelque part, c'est-à-dire s'il est casé, je ne vais plus poser la question ou je sais pas, mais. Et puis aussi d'avoir un peu la main, quoi, d'avoir un peu de prise. Elle cherche à avoir une prise. Donc en étant dans la confidence, c'est une manière d'en avoir une, maladroitement, mais c'est une façon. Oui, c'est comme quand elle me dit, tu te rendais pas compte que je t'envoyais des messages pour des prétextes complètement bidons, des fois pour avoir des nouvelles ou quelque chose, quoi. Oui, mais bon, sur le coup, moi, c'était tellement impossible que... Oui, mais maintenant, effectivement, essayez de l'aider à sortir de la confusion en lui demandant à quoi ça sert tout ça, c'est-à-dire que quand elle vous dit tout ça, qu'est-ce qu'elle attend de vous ? Posez-lui la question, mais qu'est-ce que t'attends ?
Qu'est-ce que t'attends de moi? Dites-lui que j'empêche ton mari de te faire un enfant, que je te sorte de ton couple, voilà, que je vienne avec, je sais pas, mon magnifique cheval à la sortie de chez toi, t'emmener au grand galop. Enfin, de quoi elle rêve? Hein? Non, mais à un moment donné, vous voyez, mettez-la en face de sa contradiction, enfin, qui lui permettent de comprendre que vous êtes coincé, qu'elle vous met dans un rôle impossible. Voilà. Et en lui posant cette question-là, elle va être amenée à le comprendre. Et puis demandez-lui, voilà, laissez-vous l'été pour re-rentrer un peu en vous-même et lâcher tout ça. Et puis elle, de son côté, va travailler aussi ce qu'elle souhaite. Ouais, je pense que c'est... Bonne chance à vous, hein, Pascal. Et puis un bel été, des belles vacances quand même. Des grandes vacances. Pareillement. Hein? Bonnes vacances à tout le monde d'ailleurs. Merci. Merci Pascal. Merci, bonne nuit à vous. Nuit. Pas rêver mieux comme berceuse, voilà, de la libre antenne, pour se quitter tout en douceur, avec le cœur gros sur la musique d'Elvis Presley, Love Me Tender, un très joli moment. Je vous souhaite une belle et douce nuit, un très très bon week-end. On se retrouve vendredi prochain pour la libre antenne. Il est 2h, vous écoutez Europe 1 et tout de suite